Alors, bonjour à tous et à tous. Merci d'abord à la classe de nous avoir invités, aussi de s'intéresser à l'impact de l'utilisation des technologies sur les professionnels. C'est une question qui est de grande importance. Alors, la question qui nous réunit aujourd'hui, elle est facette. Mes prédécesseurs ont abordé différents aspects. Alors, je vais apporter un regard complémentaire sur l'utilisation de la technologie par tous les conseillers en services financiers et aussi sur la manière dont nous travaillons pour rester à jour et comme organisme d'encadrement. Alors, si vous permettez, quelques mots d'abord pour présenter la Chambre de la sécurité financière. Nous avons pour mission d'assurer la protection du public en veillant à la formation continue obligatoire, à la déontologie, à la discipline de nos quelques 34 000 membres. Il s'agit des professionnels qui vous conseillent pour vos assurances vie et invalidité, accidents ou maladies graves, vos assurances et rentes collectives, qui sont là aussi pour vous aider avec la gestion de vos épargnes, de votre succession, de vous guider à travers pour planifier l'avenir académique de vos enfants et le cas échéant, de voir à la planification financière pour votre retraite ou ou autres besoins. Je veux juste préciser que nous, on veille à l'ensemble de la formation continue de les 34 000 personnes, sauf, bien sûr, comme l'a si bien expliqué ma collègue, pour les 5 000 planificateurs financiers qui sont membres chez nous, qui ont l'encadrement, la formation continue obligatoire, c'est l'Institut de la planification qui l'a fait. Alors, tous ces 34 000 personnes sont tenues d'être membres de la Chambre, de respecter de nombreuses lois et règlements, ainsi que des règles déontologiques. À titre d'exemple, nos membres ont l'importante obligation, à l'instar des autres professionnels comme les médecins et les avocats, de notamment placer l'intérêt du client au premier plan et de faire preuve d'indépendance, bref, de voir au meilleur intérêt de leurs clients, et ça en tout temps. Et c'est propre, ces obligations-là aux professionnels financiers qui exercent au Québec. Ainsi, un professionnel qui commet une faute doit répondre auprès d'un syndic et aussi peut être traduit devant un comité de discipline qui est comparable au conseil de discipline au sein des autres ordres professionnels. Et ultimement, bien, il peut avoir comme sanction d'être radié de sa profession. La Chambre de la sécurité financière encadre les conseillers en services financiers, les personnes. L'Autorité des marchés financiers supervise et veille au bon fonctionnement du secteur financier québécois. L'ensemble, c'est un organisme parapluie. Elle applique les lois et règlements qui régissent les secteurs financiers, surveille et contrôle les compagnies d'assurance, les institutions de dépôt qui exercent leurs activités au Québec et assure un bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières. Alors, donc, c'est l'organisme qui surveille l'ensemble du secteur financier et elle s'appuie aussi sur des organismes d'autoréglementation de qui nous sommes, la Chambre financière, et aussi la Chambre de l'assurance de dommages que mon collègue a présentée. Alors, au Canada, seul le Québec s'est donné un encadrement multidisciplinaire des professionnels en services financiers, veille à l'encadrement des individus à titre de professionnels. Je pense que je perds mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Là, je voudrais juste... Oui. Donc, l'autorité, ce que je voulais dire, c'est que... Bon, j'ai perdu mon point. Alors, c'est ça que je disais. L'encadrement multidisciplinaire des professionnels, c'est propre au Québec et on veille à l'encadrement des individus à titre de professionnels. Ce choix a été fait il y a plus de 25 ans et je pense que c'est plus pertinent que jamais car ça fait en sorte que le public est mieux protégé. Ce modèle d'encadrement serait encore mieux adapté aujourd'hui, étant donné le contexte de l'évolution des besoins des consommateurs de produits et services financiers qui souhaitent, eux, être servis de façon holistique. C'est dans tous les aspects de leur santé financière. Donc, autant en matière d'assurance vie, d'investissement ou de planification financière. C'est une évolution marquée de leurs besoins.
Selon nous, c'est une super bonne chose là, parce que d'une part, elle va forcer les professionnels à démontrer leur proposition de valeur et en ajoutant des spécialisations. Et d'autre part, ça va leur permettre d'être encore plus compétitifs face à la technologie et les outils en ligne qui sont créés par spécialité, par produit, en fonction du produit et non pas en fonction des besoins holistiques des consommateurs, pour l'instant. La réglementation qui est en vigueur donne donc aux professionnels au Québec une belle occasion de se développer et de demeurer compétitifs face aux technologies qui évoluent, elles, très rapidement. Notre encadrement nous permet d'avoir un regard qui est transversal sur le conseil et les services dans le secteur de la distribution de produits et services financiers. La technologie a amené des changements dans les façons de faire, particulièrement au cours des dernières années, et constitue parfois un niveau intermédiaire dans la relation avec les clients. J'œuvre dans le domaine du secteur financier depuis 20 ans. Depuis plus de 20 ans. J'observe donc depuis longtemps l'évolution du secteur de la distribution de produits et services financiers par la technologie. Je dirais que c'est une quête incessante pour bien les comprendre, mais ces changements, puis aussi les encadrer, mais surtout pour développer les compétences des professionnels en fonction de ces évolutions. Les technologies dans les services financiers s'est immiscée dans la même manière que dans d'autres secteurs. Elle a d'abord permis de faciliter la gestion des dossiers et d'accroître la productivité des conseillers et conseillères. Puis, elle a été intégrée graduellement dans les façons de plus en plus poussées d'analyse, de calcul et d'aide à la décision. On arrive maintenant avec l'intelligence artificielle dans l'ère des robots conseillers et des plateformes en ligne qui pourrait peut-être prétendre un jour pouvoir se subtiliser aux professionnels services financiers. Pour la Chambre de la sécurité financière, il y a là une question qui est... Bon, si je vais juste passer. Une question qui est une ligne surtout qui est à ne pas franchir. La technologie fait déjà partie intégrante du métier des professionnels en services financiers, puis elle est vraiment là pour rester. Les conseillers et conseillères doivent maîtriser les outils technologiques de gestion et d'analyse qu'ils utilisent parce que c'est dans l'intérêt de leurs clients. Et bien sûr, nous estimons aussi que les conseillers et conseillères doivent connaître et comprendre les robots conseillers, les plateformes en ligne, pour être en mesure d'interpréter les recommandations. C'est bien important, mais surtout pour s'assurer qu'elles correspondent aux besoins des clients et aussi, par exemple, aux risques qu'ils expriment, les clients. Par exemple, le risque modéré ne s'exprime pas de la même façon d'une personne à l'autre et il peut vouloir dire autre chose aussi que ce que la personne veut dire. Donc, c'est au conseiller que revient la responsabilité. Il a aussi l'obligation de s'assurer de bien comprendre les besoins de son client et que les mots que son client utilise traduisent bien sa pensée. C'est dans toutes les subtilités de la relation client et conseiller que tout ça prend son sens. Alors, depuis 25 ans, là, on a un quart de siècle, la Chambre de la sécurité financière et bonne fête aussi à la Chambre de l'assurance de dommages. On estime, nous, que la technologie doit être, ne changera pas, doit être au service de la relation conseiller-client et non pas l'inverse. Et cela demeure notre position aussi qui est fondamentale maintenant plus que jamais. Les applications de la technologie avancée ont une capacité extraordinaire d'analyse de données et d'évaluation des scénarios dont on ne doit pas les consommateurs. Mais par contre, verra-t-on bientôt une intelligence artificielle qui va être bien entraînée, qui pourra arriver à saisir tous les aspects émotifs, familiaux, psychologiques qui influencent les choix financiers comme une planification de la retraite ou une planification successorale. Il faut se poser la question. Il faut à la fin
notre avis, que le professionnel qui doit être toujours doté d'émotions, d'empathie pour supposer les recommandations du robot conseiller ou d'un algorithme dans lequel le contexte du parcours de vie de chaque personne est peut-être pas toujours pris en compte. C'est donc dire que le conseiller doit maîtriser des compétences relationnelles, communicationnelles, beaucoup plus qu'auparavant, qui devait le faire, bien sûr, mais il faut accélérer toutes ces compétences-là pour qu'il soit toujours en mesure de bien comprendre son client. Est-ce qu'on va voir le jour où un robot conseiller comprendra l'amour qu'un parent a pour ses enfants ou le rêve qu'on veut pour notre vie ou toutes les activités, les projets qu'on veut accomplir une fois à la retraite? Alors, moi, nous disons oui à la technologie, mais encore et toujours au service des personnes que nous sommes là pour protéger. Mais pour que la technologie soit toujours au service des personnes, il faudra que les personnes, elles, puissent toujours savoir si elles sont en contact avec quelqu'un ou avec une intelligence artificielle. Ici, nous avons le défi de définir une nouvelle frontière, une nouvelle éthique. Quand les robots conseillers étaient essentiellement des applications avec des visuels, il y avait une interface qui rendait visible et tangible l'interaction avec les clients. Mais ce mur d'écran et du clavier vient de se fissurer avec l'arrivée des robots conversationnels et aussi de l'IA générative. Alors, la technologie prend une forme de plus en plus humaine. Il faut se le dire, il deviendra bientôt impossible de savoir au premier abord si on parle à un humain ou à une machine. Dans ce contexte, il faudra actualiser encore plus nos mécanismes et nos règles de fonctionnement pour protéger la relation personne à personne et pour éviter qu'elle soit usurpée ou détournée vers une relation machine à personne à l'insu des consommateurs. C'est préoccupant et je pense qu'il faut s'y attarder. La technologie est incontournable, mais il est essentiel de garder un esprit qui est très critique. Elle permet incontestablement de faire plus vite, à moindre coût, mais elle soulève aussi des enjeux importants, notamment en matière d'éthique et d'encadrement. La question liée à la cybercriminalité est très préoccupante. De même, lorsqu'on pense à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans son sens large au sein du secteur financier, par exemple pour prédire les risques d'une crise cardiaque, pour tarifer une police d'assurance vie ou d'assurance de dommages, pour prévoir un divorce, ou même pour savoir si une personne est susceptible de comportements déviants. La question, notamment, du potentiel surgit et il ne faut pas le perdre de vue, mais aussi il y a beaucoup d'autres questions qui surgissent quand on pense à ça. Aussi, mes statistiques. Aussi, nos outils quotidiens collectent une foule de données sur nos mouvements, notre santé et nos intérêts et qui sont transmis sans trop de soucis à des organisations qui ont pour objectif de faire croître l'avoir de leurs actionnaires. Alors, et non pas de voir à une utilisation éthique des données au bénéfice de la société ou de ses populations. Pensons aussi au contrôle des droits et libertés des individus. Il est possible de faire en conditionnant les comportements de la population en fonction des intérêts commerciaux. Ça fait appel à une liberté de choix individuelle que nous devons évidemment respecter, à mon avis. Puis, pour les autorités publiques au service d'une population dans un territoire donné, le défi d'encadrer l'usage d'applications venues d'on ne sait où, ou exploitées par on ne sait qui est continuel. Dans cet esprit, finalement, j'ai été rassurée par certaines données de sondage léger que nous avons faites qui ont révélé une saine prudence des consommateurs de produits et services financiers face aux robots conseillers ou les plateformes en ligne. Alors, ce sondage qui a été réalisé en pleine pandémie par nous, à un moment
où ça a été marqué par l'accroissement et l'utilisation de la technologie dans nos vies. Alors, on y apprenait notamment que seulement 10 des personnes aimeraient mieux transiger avec un robot conseiller. Toutefois, c'est une proportion qui a doublé chez les milléniaux. À la question, préfériez-vous faire affaire avec un robot conseiller qui coûterait un peu moins cher ou avec un conseiller humain qui coûterait un peu plus cher? 71 ont dit préférer un conseiller humain, même si c'est un peu plus cher. Et quand on demande quelles sont les compétences recherchées chez un conseiller financier, les réponses évoquent spontanément les caractéristiques d'une relation humaine. Les gens recherchent une grande capacité d'écoute, une approche personnalisée, une prise en compte de l'ensemble de leurs besoins. Ces données sont intéressantes, rassurantes, mais il faudra y revenir, bien évidemment, et suivre la situation de très près avec toute l'évolution de l'intelligence artificielle, notamment celle générative. À la Chambre, nous nous sommes donné des moyens pour rester branchés sur ces évolutions du secteur. La Chambre, la sécurité financière accorde une très grande valeur à la recherche scientifique. Nous sommes dans un tourbillon transformationnel qui nous tourne naturellement vers la science et la recherche pour mieux comprendre le présent, mieux anticiper la suite et surtout pour contribuer à l'évolution de la société. La relation avec le milieu académique nous permet de mieux accomplir notre mission de protection du public et de mieux former les professionnels en services financiers. Pour moi, cette relation est indispensable et cette synergie met le savoir en action pour le bénéfice des consommateurs et de la société au sens large. Nous avons présentement 4 partenariats qui sont particulièrement précieux pour nous. 3 touchent directement la question de la technologie dans notre secteur d'activité. D'abord, un partenariat avec l'Université de Sherbrooke et les professeurs Patrick Mignot et Arthur Louaille dans un projet de recherche visant à exprimer les liens entre le droit financier disciplinaire et l'intégration des TI dans le secteur réglementaire. Autrement dit, on vise à établir l'état des connaissances relativement aux exigences légales et aux meilleures pratiques en matière de preuves électroniques et d'élaborer des outils pratiques utiles à l'action déontologique de nos conseillers et de notre syndic. Également, on a un partenariat avec l'Université Laval dans le cadre de la chaire IG en planification financière qui travaille présentement sur l'utilisation de l'intelligence artificielle par nos 34 000 membres. Le projet de recherche vise à sonder les professionnels des services financiers sur leur utilisation de l'intelligence artificielle. Ma collègue a dévoilé certaines statistiques. Alors, ça a été fait, oui, bien sûr, auprès des planificateurs financiers, mais aussi auprès des 34 000 personnes qui, quand même, ont des spécificités très différentes entre chaque secteur. C'est-à-dire que dans l'investissement, c'est une chose, l'utilisation de l'intelligence artificielle, et dans l'assurance vie, c'en est une autre. Donc, il va falloir bien circonscrire les réponses puis les analyser. Et je suis sûre que ça va être intéressant au niveau de l'utilisation de ce que les représentants, les conseillers dans le sens-sage peuvent en faire. Puis, nous avons aussi un partenariat qui est international avec l'Institut de la technologie pour l'humain, avec qui nous étudions notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur financier, particulièrement dans le secteur de l'assurance, afin de trouver des façons pour une utilisation éthique des données, surtout au bénéfice de la société. Et enfin, on a, dans une vision plus large et sociale, la Chambre de la sécurité financière a mis sur pied il y a quelques mois avec l'INRS, la chaire Argent, inégalité et société. Les travaux de cette nouvelle chaire de recherche et de formation porteront sur les aspects sociaux de la gestion des finances. Donc, avec tous les bouleversements entraînés par la hausse des taux d'intérêt, la crise du logement et de l'inflation, les impacts sont vraiment nombreux sur la vie des familles, sur les travailleurs, sur les entreprises, sur la santé physique et psychologique, ainsi que sur les relations entre conjoints. Alors, chaque projet de cette chaire, en plus de documenter des phénomènes transformateurs, donnera lieu au développement d'une formation spécifique à l'intention des professionnels en service.
Nous sommes dans une période de changement profond qui s'entrecroise. L'interrelation des changements technologiques, économiques et sociaux crée une grande volatilité. Ce contexte qui est incertain présente des occasions, ça c'est certain, mais le temps présent est davantage une source de préoccupation pour la population qui sont les épargnants. La Chambre de la sécurité financière, comme d'autres organismes d'encadrement, renforce sa vigilance à l'égard de la publique et innove par ses moyens pour être elle-même une organisation qui est apprenante, capable de bien veiller à l'encadrement des professionnels de notre secteur et aussi de voir à la formation continue. Dans cette époque qui est exigeante, mais surtout fascinante, cette collaboration qui s'intensifie entre organismes d'encadrement, universités et milieux de la recherche est très positive. Et franchement, ça me rend plutôt optimiste pour l'avenir. J'ai vraiment la profonde conviction que ce n'est pas en combinant nos différents savoirs et en travaillant concrètement ensemble, nous allons pouvoir saisir les occasions et les importants enjeux et surtout prendre de plus en plus des mesures concrètes pour faire évoluer positivement nos sphères d'activité au bénéfice des collectivités et de la société dans son sens large. Donc, bravo encore une fois à la classe. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je retiens dans ta présentation la présence de l'humain dans la technologie qui devient au service de l'humain et de la relation entre le client et son représentant. On m'a attiré l'attention aussi, il y a un grand changement dans les pratiques et que les représentants ont pu comme ça profiter de la technologie au service de la protection des consommateurs et des services financiers, parce que c'est pas vrai que le service passe et sont en mesure de mesurer les risques pour chaque client pour pouvoir lui vendre le meilleur produit. Merci beaucoup pour ça et on a merci. Continuer notre collaboration. Merci. Merci. Maintenant, j'ai juste une question. Après toute l'humain dans la technologie et toute la technologie dans l'humain, est-ce que ça vous attire un peu l'attention chez vous? Est-ce que vous voulez peut-être présenter quelques observations, commentaires, partager avec Marie-Hélène des idées? En écoutant Marianne, j'ai une question vraiment terre à terre. Là. On parle d'outils, de planificateurs. Je me suis noté un planificateur financier qui est un outil d'intelligence artificielle qui est en train de regarder comment je vais faire mon plan de retraite. Constate à la trentaine que j'ai le potentiel de divorcer 10 ans plus tard. Est-ce qu'il va me le dire? On va le dire. Peut-être que ce n'est pas le planificateur financier qui va être capable de prédire, mais il y a des outils qu'ils utilisent. La conclusion de l'outil dit cet homme-là a des risques de divorcer dans 20 ans ou dans 15 ans. C'est une très bonne question, mais là, je ne pense pas que l'outil est rendu au point où le planificateur financier est capable de l'utiliser. Mais dans le secteur financier, pour prédire des comportements avec toutes les plateformes comme Facebook, etc., quand tu étudies tout ce qui se passe ou ce que les gens publient, tu es capable de le prédire quasiment à 2-3 jours. À quelle journée ça peut arriver, comme les comportements déviants. Ça, c'est plus au sens large. Est-ce que ça se traduit dans des outils que les professionnels utilisent en ce moment? Je ne pense pas. Mais je veux dire, je pense qu'avec l'IA générative, je pense que c'est peut-être une bonne question à poser. Et est-ce qu'il devrait lui dire, ben là, je pense qu'il y a l'obligation d'indépendance et d'être transparent vers son client, mais il y a quand même des questions éthiques au niveau de... parce que oui, on peut le prédire, mais est-ce que, dans le fond, c'est comme la génétique, tu as des facteurs qui sont innés, puis tu as des facteurs qui sont prédisposés, qui vont se développer si tu as les conditions de vie ou pas. Fait, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être remises en question. Là. Moi, je ne suis pas dans ce secteur-là, mais... Je parle juste de transparence. Au fond, jusqu'où on va... La transparence, c'est sûr, mais bon... Oui.
transparent. C'est une obligation qu'il a envers son client, mais encore faut-il que ça soit fiable, ce qu'il lui dit. Oui, c'est une question de profilage. Puis c'est sans doute là-dessus que le contrôle va se faire. Éviter qu'on se serve des moyens de la technologie, profiler, et éventuellement définir la vie comme quelque chose qui est prédéfini, qui est pré-organisé. On vit dans une fatalité, puis tout ce qui nous reste à faire, c'est de passer à travers la fatalité qui nous est faite. On vit dans des sociétés où on nie ça. On a raison, en fait, de se dire que cette fatalité-là, on peut la dépasser à la recherche. Est une remise en question de la fatalité. On peut changer le monde où on vit pour le mieux. On n'est pas juste là à attendre que ce monde-là s'impose à nous. Ça peut être la même chose au plan de la trajectoire personnelle. Les questions aussi, Pierre, si tu permets, les questions de prédire les maladies. Parce que les assureurs peuvent, le modèle de risque, le modèle de tarification est basé sur un modèle de risque. Ça dépend. De tout prédire les maladies des clients, mais tu sais, est-ce que tu le permets? Puis deux, ça va être quoi leur modèle d'affaires s'il n'y a plus de risque à évaluer? C'est une autre question qu'on va poser, puis que c'est au cœur beaucoup plus en Europe. Les questions sont beaucoup plus discutées en Europe qu'ici au Canada parce que leur expérience puis la concurrence n'est pas la même. Ils ont eu à se remettre en question beaucoup plus. La question, c'est la nature des informations à laquelle tu vas avoir accès. Oui, si tu as accès à l'ADN, etc., ben, nous, on va peut-être pouvoir. Là, ça, c'est des informations de vie privée. C'est encadré actuellement. Mais qui la possède, c'est les GAFA, là, tous les outils de connecter qui ont une foule d'informations sur nous, sur nos habitudes, sur nos achats, sur nos déplacements. Fait que c'est ça que je faisais dans le sens large, parce que ces informations sont là. Bon, peut-être que c'est interdit par la réglementation de les utiliser dans le secteur financier au Québec, mais je veux dire, tout le reste, je veux dire, comment tu encadres ça de façon internationale? Tu sais, c'est une autre question. Il faut chercher le contrôle des populations, notamment. Ça dépasse le secteur financier, mais c'est très pertinent. Là, tu as divorcé déjà 2 fois dans les 15 dernières années. Oui, il y a des... Je suis à peu près de prédire que tu rêves dans les Juste pour dire, c'est parce que tu as une chance sur 2 de te tromper quand tu divorces, parce qu'il y a un mariage sur 2 qui Ben, en fait, j'aimerais commenter sur ce volet. Mais, à partir du moment qu'on est marié, nos chances de se divorcer, ça m'a fait un sens. Mais sur le plan éthique, la question éthique, c'est plus relié sur la question de la compétence. Si on parle qu'un processus d'intelligence artificielle, le professionnel, la job, c'est de valider, si on veut, en tout cas le produit du processus. Est-ce que c'est sa compétence de t'informer que tu vas divorcer à peut-être 75%? Puis je pense que c'est l'élément de compétence du professionnel qui devrait déterminer quel niveau il doit transmettre l'information. Si ce n'est pas de sa compétence de l'informer, si le divorce n'est pas un sujet de sa compétence, peut-être sur le plan éthique ou en fait déontologique, on a ce qu'il faut pour organiser une certaine limite au transfert d'informations. Moi, c'est comme c'est vraiment la compétence du professionnel qui me semble être pour répondre à ce que... Sauf que si on devient en mesure, parce que le professionnel, lui, doit considérer l'ensemble des besoins de son client, puis les situations de vie qui peuvent arriver. Fait que dans le fond, un divorce, c'est quand même ça a un impact financier important. Fait que c'est à prendre en compte parce que qu'est-ce que tu fais au moyen, mettons, on est capable d'arriver là, comment tu fais tes recommandations? Est-ce que tu les fais avec ce que tu penses savoir, que tu penses qu'il va vraiment arriver, mettons, là, qu'on dit qu'on est rendu là, ou tu fais l'aveuglement volontaire en cachant cette information-là? Moi, je veux dire, c'est une question, c'est une question qui soulève plein de questions. Puis, je pense qu'on va devoir poursuivre tous les développements éthiques et aussi au niveau de la déontologie, mais qu'est-ce qu'on veut faire des professions de conseil? Les mêmes questions se posent pour les avocats, les notaires, peut-être moins, je ne vais pas rentrer pour les notaires, mais aussi, mais les comptables, hein, parce que produire un état financier maintenant, c'est pas compliqué. C'est quoi la profession? C'est comment on évolue. Puis c'est comment qu'on accompagne aussi la population, parce que la technologie, elle est très positive, mais il faut qu'elle demeure au service des personnes, à mon avis.
question. On prend peut-être rapidement parce que j'aime ça, les discussions. Je pense que c'est important. Donc, j'ai dit Clarisse, peut-être 1 minute, Clarisse, puis j'ai vu Sébastien, n'est-ce pas? C'est 1 minute. OK. 1 minute, OK. En fait, je me demandais si, dans votre réflexion, vous avez intégré aussi c'est la réalité là, des influenceurs financiers en ligne. Ben, on peut avoir des robots influenceurs, mais des influenceurs aussi qui donnent des conseils en matière des finances. Je ne sais pas si vous en tenez compte dans votre réflexion, puis quelle est votre position par rapport à ça? Ben, en fait, c'est parce que, premièrement, pour influencer, il faut que tu sois un professionnel pour pouvoir faire des recommandations. Donc, si tu n'es pas inscrit et tu fais du conseil, ben, tu as la question de tout l'exercice illégal qui rentre en cause. Bon, puis tu as je suis sûre que c'est des plateformes qui permettent de rejoindre un autre public. Hein. On voit beaucoup de négatifs et je pense qu'il y en a, mais ça démocratise quand même l'accès au conseil aussi. Je ne veux pas non plus... ça soulève un paquet de défis au niveau de l'encadrement puis de la protection des consommateurs. On l'a vu, l'Autorité des marchés financiers s'y préoccupe énormément, notamment au niveau des crypto-monnaies puis de toute la question des fraudes en ligne. Puis, mais je veux dire, il faut que ça demeure éthique, mais c'est aussi une façon de rejoindre la population et les différents publics qui s'y intéressent. Mais là, devient le défi de où ils sont, puis comment on fait pour prendre toutes ceux qui usurpent la profession. Parce que ça, c'est plus un problème que ceux qui sont professionnels et qui font de la publicité ou des conseils ou parlent à la population. Donc, merci.